Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, je vais quand même attendre un petit peu pour vous laisser le temps de vous connecter avant de commencer la présentation. Alors, ça commence à arriver. Je vais attendre quand même encore un petit peu. Voilà, donc je vois arriver au fur et à mesure. Bon, je vais commencer. Je vous vois arriver petit à petit. Donc, je vais commencer et puis éventuellement, les autres prendront en cours. Ok, allez, c'est bon, je vais commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un quatrième live sur la nutrition depuis le début de cette période de confinement. Et je vous remercie tous pour votre participation. Alors, je vais quand même me présenter une nouvelle fois. Je suis Stéphanie Nucera, diététicienne nutritionniste spécialisée dans la nutrition du sport, chargée de mission au comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, présidé par Philippe Manassero, et j'interviens notamment auprès des jeunes athlètes de haut niveau de la Team Espoir. Alors, au cours des lives précédents, je vous ai respectivement présenté d'abord les bases de l'alimentation en évoquant le rythme et l'équilibre alimentaire notamment, puis le groupe sur les féculents en vous indiquant l'importance de prendre en compte la notion de l'index glycémique et en vous éclairant sur certaines fausses idées reçues à leur sujet. Et puis la semaine dernière, j'ai évoqué le groupe des protéines en vous indiquant, je vais arriver au fur et à mesure, en vous indiquant les adaptations spécifiques à mettre en place selon votre tendance alimentaire et selon le type de discipline sportive pratiquée. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller visionner en replay sur le site Facebook du CDOS 06 si vous ne les avez pas vus et si bien sûr les thèmes vous intéressent. Alors aujourd'hui, dans la logique et la continuité des thèmes précédents, je voulais vous présenter le groupe des lipides, donc c'est-à-dire des matières grasses en fait, en distinguant d'abord les bonnes et les mauvaises graisses, puisqu'on va voir qu'il est important de savoir les différencier de manière à faire les bons choix et pour bien nourrir son corps et préserver son capital santé. Alors, en deuxième partie, je vais vous éclairer sur la composition en acides gras de certains aliments dits lipidiques. Donc déjà au niveau des graisses d'assaisonnement comme l'huile, la margarine, le beurre et la crème. Et puis aussi d'autres aliments qui suscitent souvent de nombreuses interrogations, comme par exemple l'avocat, les olives. Et puis c'est bientôt l'heure du déconfinement et la saison des apéros, on espère. Donc, je vais tout vous dire sur les olives, la noix de coco et puis aussi les graines oléagineuses, notamment les amandes qui présentent un intérêt vraiment nutritionnel important pour les sportifs. Alors, je vais d'abord quand même vous parler du rôle des lipides dans l'organisme. Déjà, il faut savoir que les lipides sont le groupe alimentaire qui apporte le plus de calories par rapport aux protéines et aux glucides. Donc, bien sûr, il va falloir gérer leur quantité, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les bannir de votre alimentation. C'est un groupe qui présente de nombreux rôles essentiels et qui sont donc indispensables à notre organisme. Alors, rapidement, il faut savoir que les lipides ont un rôle énergétique, c'est-à-dire que
après les glucides. C'est le deuxième substrat qui va apporter de l'énergie au corps. Ensuite, ils ont un rôle structural, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la composition de la membrane de nos cellules. Ce sont eux aussi qui vont permettre le transport des vitamines dites liposolubles, c'est-à-dire les vitamines A, D, E, K dans notre corps. Et puis, ils ont aussi un rôle d'isolant thermique, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de conserver la chaleur dans le corps. Bon, vous voyez, les lipides ont des rôles quand même importants pour le bon fonctionnement du corps. On va voir maintenant qu'il est essentiel de savoir différencier les différents acides gras parce que certains vont être plutôt protecteurs de notre santé, alors que d'autres vont être plutôt un facteur de risque pour la santé. Alors, je vais commencer par les acides gras qui sont protecteurs de notre santé. Alors, on va retrouver ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés qui vont apporter de l'acide oléique ou peut-être vous connaissez mieux le terme d'oméga 9. Cet acide gras est essentiel parce qu'il joue un rôle de prévention contre l'apparition des maladies cardiovasculaires. Dans l'alimentation, on retrouve les oméga 9 dans l'huile d'olive notamment, dans l'avocat, dans certaines graines oléagineuses comme les amandes aussi, et puis dans des matières grasses d'origine animale comme la graisse de canard et la graisse d'oie. Petite précision, comme pour les protéines, on va retrouver des matières grasses d'origine végétale et des matières grasses d'origine animale. Leur différence portera sur leur teneur en acides gras, qui sera différente. Ensuite, on va avoir les acides gras polyinsaturés qui, eux, vont apporter des oméga 6, qu'on appelle aussi des acides linoléiques, et des oméga 3, qu'on appelle aussi des acides alpha-linoléniques. Alors, les acides gras polyinsaturés sont dits essentiels parce que le corps n'est pas capable de les fabriquer, il faut les apporter par l'alimentation, mais on va voir qu'il est important de distinguer les intérêts des oméga 3 à ceux des oméga 6. Alors, les oméga 6 ont la particularité d'être hypocholestéroléniants, c'est-à-dire qu'ils vont participer à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang, et puis ils ont aussi un rôle dans les défenses immunitaires. Par contre, quand ils sont consommés en excès, ils vont devenir pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser les inflammations dans le corps, ce qui est plutôt du coup néfaste pour l'organisme. Et puis de toute manière, d'une manière générale, une surconsommation d'aliments pro-inflammatoires favorise les maladies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les douleurs articulaires comme l'arthrose, et puis ça favorise aussi les tendinites chez le sportif. Donc il faut quand même faire attention à la quantité d'oméga 6 consommée. Dans l'alimentation, on va retrouver les oméga 6 dans certaines huiles végétales. Alors ça va être les huiles végétales à base de pépins de raisin, l'huile de tournesol, l'huile de maïs et l'huile de soja. Et puis, il va falloir faire aussi attention à la consommation d'aliments d'origine animale comme les viandes, les poissons et les œufs, parce que, en fait, auparavant, les animaux étaient nourris avec plutôt du fourrage type luzerne, graines de lin, qui sont des graines riches en oméga 3. Donc, finalement, on retrouvait plutôt dans nos assiettes des oméga 3, alors que de nos jours, les animaux sont plutôt nourris à base de tourteaux de maïs ou de tourteaux de soja ou de tournesol, qui sont des graines riches en oméga 6. Et bien sûr, on retrouve dans notre assiette ce que l'animal a mangé. Donc, on peut avoir une surconsommation d'oméga 6 très, très rapidement, d'autant que les industriels en ajoutent aussi dans les produits transformés.
Donc, ça va concerner les plats préparés, surgelés, mais aussi les boîtes, comme par exemple les raviolis en boîte, le cassoulet, etc. Les produits transformés dans les biscuits, dans les pâtisseries, la mayonnaise, bref, tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Donc, finalement, les oméga-6 font partie des acides gras polyinsaturés qui sont protecteurs de notre santé, mais consommés en excès, ils se révèlent être plutôt néfastes puisque pro-inflammatoires. Donc, il va falloir faire attention aussi à bien gérer la consommation des aliments riches en oméga-6. Ensuite, pour les oméga-3, ça va être différent parce que c'est plus difficile de couvrir les apports nutritionnels conseillés en oméga-3. Les oméga-3, on les retrouve essentiellement dans les huiles végétales à base de colza, à base de lin, de noix aussi, dans les graines de chia, et puis dans les poissons gras, à savoir le maquereau, le saumon, le hareng, le thon, les anchois, bref, tout ce qui est considéré comme poisson gras. Et puis, pour les plus courageux, dans l'huile de foie de morue, qui est une source très intéressante d'oméga-3, il faut juste réussir à l'avaler. Alors, et puis on peut avoir aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de l'alimentation des animaux, on peut avoir des œufs qui vont vous apporter des oméga-3, à condition d'acheter les œufs de poule élevés en plein air, qui vont avoir une meilleure alimentation normalement, et éviter de consommer les œufs de poule en batterie. Et puis, il faut privilégier les œufs qui ont le logo bleu blanc cœur. Je ne sais pas si vous connaissez ce logo, il est apposé sur la boîte de votre œuf, des œufs, c'est le logo bleu blanc cœur. Ce logo garantit que l'animal a été nourri à base de graines de lin et que donc les œufs vont contenir davantage d'oméga 3. Donc c'est un critère quand même intéressant dans le choix des œufs. On retrouve ce logo aussi sur certaines viandes et notamment les volailles. Pensez-y quand vous faites les courses, regardez et privilégiez plutôt les produits animaux avec ce logo. Alors, c'est vraiment important de consommer des oméga 3 parce qu'ils ont vraiment des intérêts pour la santé très intéressants. Alors déjà, eux, ils vont être anti-inflammatoires, contrairement aux oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires. Ils vont augmenter le bon cholestérol, ils vont diminuer le taux de triglycérides dans le sang, ils vont améliorer la vision, et puis ils ont un effet positif aussi sur le maintien de la santé mentale en participant notamment à la prévention des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire Parkinson et Alzheimer, par exemple, et puis aussi des maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie. Et puis, ils peuvent aussi ralentir la croissance de certaines tumeurs, notamment les tumeurs colorectales et la prostate. Donc, c'est important de consommer sa quantité d'oméga 3 suffisamment dans la journée. Alors, il faut savoir qu'on va préconiser un ratio au niveau de l'équilibre de ces deux omégas que constituent les acides gras polyinsaturés. On dit que c'est un ratio inférieur à 5. Ça veut dire que normalement, pour 1 gramme d'oméga 3, on doit consommer pas plus que 5 grammes d'oméga 6. Et malheureusement, aujourd'hui, le constat est que avec l'enrichissement en oméga 6 des produits transformés, par l'alimentation des animaux aussi, on arrive plutôt à un ratio supérieur à 10, qui peut atteindre voire 15, voire plus, ce qui du coup a des conséquences négatives dans la prévalence des maladies cardiovasculaires. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les acides gras qui vont plutôt présenter des risques pour la santé. On va retrouver dans ce groupe les acides gras saturés. Les acides gras saturés sont présents dans les matières grasses d'origine animale au niveau du fromage, du beurre, la crème et les produits laitiers à base de lait entier. Et puis, on en retrouve aussi dans la viande, les charcuteries.
Et on en a aussi dans certaines matières grasses d'origine végétale, comme l'huile de palme, l'huile palmiste et l'huile de copra. Alors, je vais éviter de rentrer dans la composition complexe des acides gras saturés, mais c'est quand même important, comme je l'ai fait pour les acides gras polyinsaturés en distinguant les oméga 6 et les oméga 3, de distinguer les différents acides qui constituent les acides gras saturés, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que certains avaient des effets protecteurs pour notre santé. Donc, il ne faut vraiment pas prendre les acides gras saturés dans leur ensemble et les diaboliser en disant ce sont vraiment ceux qui sont mauvais pour la santé et on ne consomme aucun aliment riche en acides gras saturés. Non, surtout pas. Par exemple, on va avoir l'acide butyrique. L'acide butyrique, qui est donc un constituant des acides gras saturés, qui va avoir un rôle préventif dans l'apparition du cancer colorectal. Et puis, on a aussi l'acide myristique, qui lui a un rôle fonctionnel majeur dans la cellule et qui va aussi contribuer à la synthèse des oméga 3. On retrouve ces deux acides essentiellement dans le beurre et dans les produits laitiers. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'acide stéarique, qui lui est présent dans les viandes. Alors, c'est un acide gras saturé, certes, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il avait un effet neutre sur le taux de cholestérol. En réalité, les acides gras saturés les plus dangereux sont ceux que l'on trouve dans les matières grasses d'origine végétale, à savoir la fameuse huile de palme, l'huile palmiste et l'huile de copra. Je précise que l'huile de copra, c'est l'huile qui est issue du cocotier. Alors, dans ces huiles, on va retrouver ce qu'on appelle l'acide palmitique. Et alors, lui, il est présent, donc ces huiles sont présentes dans les produits transformés et sont vraiment néfastes pour la santé. Donc, finalement, les acides gras saturés ont un rôle à jouer sur l'équilibre alimentaire et notre santé. Et je tiens à préciser que c'est seulement lorsqu'ils sont consommés en excès que là, ils sont susceptibles d'augmenter le risque cardiovasculaire. Donc, en respectant les quantités de consommation recommandées, il est tout à fait possible, alors je parle pour les personnes en bonne santé qui n'ont pas de problème cardiovasculaire, de beurrer ses tartines du matin au petit déjeuner, de consommer sa portion de fromage à condition de ne pas dépasser les 30 grammes autorisés par jour, de manger son morceau de viande en privilégiant les volailles, comme je vous ai dit la semaine dernière, etc., etc. En revanche, vous voyez bien que là encore, la consommation de produits transformés doit vraiment être limitée de par sa teneur en acides gras saturés, avec notamment l'huile de palme. Et puis pour finir, on a les acides gras trans. Alors là aussi, alors c'est vrai que le groupe des lipides est vraiment un groupe très complexe. J'essaye de faire simple, mais c'est vrai que dans les différents acides gras que constituent les lipides, on a encore des sous-classes dans les acides. Donc c'est un petit peu compliqué, mais au final, dans l'alimentation, ça reste assez simple, vous allez voir. Donc on a les acides gras trans. Et là aussi, il faut différencier les acides gras trans naturels qu'on va retrouver dans la viande et dans les matières grasses laitières qui ne posent pas de problème pour la santé et les acides gras trans industriels que l'on va retrouver dans les produits transformés. Et c'est vraiment eux que je veux montrer du doigt aujourd'hui parce qu'ils sont largement utilisés par l'industrie agroalimentaire alors qu'ils favorisent nettement l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc, encore une fois, on a un exemple où il faut vraiment limiter la consommation des produits transformés par l'agroalimentaire. Alors, pour résumer cette partie sur les différents acides gras, vous voyez qu'ils jouent un rôle important au niveau pour le bon fonctionnement du corps et que certains acides gras comme les oméga 3 notamment présentent de réels bénéfices indiscutables pour la santé. Donc encore une fois, il ne faut pas diaboliser les graisses dans leur ensemble, mais savoir plutôt bien les choisir
et ne pas les consommer en excès, puisque c'est là qu'elles favorisent les risques pour la santé. Donc, en fait, c'est tout comme les glucides et les protéines, il faut savoir gérer les quantités et savoir bien les choisir. Donc voilà, en ce qui concerne cette première partie, j'espère que ça ne vous a pas paru trop technique, mais c'est quand même une notion essentielle à aborder de manière ensuite à pouvoir faire le bon choix au niveau des aliments lipidiques. Donc, je vais maintenant mettre l'accent sur la composition des aliments couramment utilisés. Donc, je vais commencer par les matières grasses d'assaisonnement. Alors, on va retrouver au niveau des matières grasses d'origine végétale l'huile et la margarine. Et au niveau des matières grasses d'origine animale, on va retrouver le beurre et la crème. Alors, en ce qui concerne les huiles, on me dit souvent, oui, mais moi, je mange de l'huile d'olive, donc en fait, elle est meilleure, elle est moins calorique, etc. Donc, je peux en mettre bien dans mes salades, etc. Alors, oui, l'huile d'olive fait partie des bonnes huiles puisqu'elle va vous apporter des acides gras monoinsaturés, donc des oméga 9, qui ont un rôle de protection au niveau du système cardiovasculaire. Donc, effectivement, l'huile d'olive est une bonne huile. En revanche, attention, parce que d'un point de vue énergétique, toutes les huiles, quelle que soit la graine ou la plante utilisée pour fabriquer l'huile, toutes les huiles contiennent 100% de lipides. C'est-à-dire environ, ça va vous apporter 900 calories pour 100 millilitres d'huile. C'est l'aliment le plus calorique de tous les aliments. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer de son alimentation parce qu'elle a des intérêts nutritionnels intéressants. Mais par contre, effectivement, il va falloir bien gérer la quantité d'huile dans ses repas. Donc, une cuillère à soupe d'huile, c'est plus ou moins ce qu'on va recommander par repas. Ça va vous apporter environ 90 à 180 calories selon que vous ayez une cuillère à soupe rase ou bombée. Donc, ça va très, très vite. Quand vous mangez des salades et que vous badigeonnez votre salade avec énormément d'huile, vous allez vous retrouver facilement avec 300 400 calories rien que par de l'huile. Et si on estime qu'on a des besoins énergétiques journaliers à environ 2000 calories, si vous mangez 400 calories d'huile par repas, ça va vite, en fait, il ne reste pas trop de place pour le reste. Donc, c'est vraiment la notion de quantité importante à prendre en compte. Donc, finalement, la distinction des huiles va se faire, donc pas sur leur apport calorique, mais, puisque c'est le même, mais sur leur composition en acides gras. Elles vont tout avoir des acides gras différents, prépondérants en fonction de chaque huile. Alors, par exemple, on va retrouver des oméga 9 plutôt dans l'huile d'olive ou l'huile de noisette. On va avoir des oméga 3 plutôt dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de chanvre. Des oméga 6 dans l'huile de pépins de raisin, donc je l'ai dit tout à l'heure, maïs, soja et tournesol. Et des acides gras saturés dans l'huile de palme, palmite et copra. Donc finalement, en dehors de ces trois dernières huiles riches en acides gras saturés, que bon, de toutes les manières, on ne s'en sert pas pour assaisonner ces plats, on les retrouve essentiellement dans les produits transformés. Concernant ces huiles, finalement, il convient de varier leurs sources de manière à privilégier de leurs bénéfices différents en acides gras de chacune. Moi, en général, je conseille de varier entre l'huile d'olive qui va vous apporter des oméga 9 et l'huile de colza ou de lin qui va vous apporter des oméga 3. Je pense que ça va être les plus intéressantes. Et puis, bon, pour ne pas avoir 50 millions de bouteilles d'huile aussi à la maison, avoir une de chaque, c'est bien. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler des margarines. Alors, les margarines, c'est assez compliqué. Et je dis bien les margarines parce qu'on en trouve sous plusieurs formes. Donc, du coup, ça va être important de bien savoir les choisir. En général, les margarines sont utilisées par les personnes qui ont du cholestérol et par les personnes qui veulent perdre du poids. Alors, bien sûr,
Les margarines sont intéressantes pour les personnes qui ont du cholestérol puisqu'elles ne peuvent pas trop consommer de beurre vu que c'est riche en acides gras saturés. Donc, effectivement, on va leur conseiller plutôt de consommer de la margarine. En revanche, quand le motif est celui de perdre du poids, ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir que la margarine, alors je parle des margarines classiques, je ne parle pas encore des formes allégées, etc. Je parle de la margarine normale à équivalence avec un beurre normal, donc pas allégé non plus. Les deux contiennent 82% de lipides. Donc, c'est moins que l'huile déjà, puisque l'huile en contient 100%. Et finalement, les deux vont vous apporter environ 730 calories pour 100 grammes de produit. C'est-à-dire qu'une noisette de beurre ou de margarine, indifféremment, va vous apporter environ 70 à 80 calories pour 10 grammes. Donc, vous voyez que utiliser de la margarine pour perdre du poids, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, la différence donc, se fait sur la teneur des acides gras. Donc, je vous l'ai dit, les margarines sont fabriquées à partir d'huile végétale. Souvent, c'est du tournesol ou du colza. Donc, du coup, on va retrouver soit des oméga 6, soit des oméga 3 en fonction de la plante utilisée. Alors que le beurre est fabriqué à partir de la crème de lait. Donc, ça va vous apporter plutôt des acides gras saturés. Au niveau des vitamines, on va retrouver la vitamine E dans les huiles et dans les margarines, alors que dans le beurre et la crème, on va retrouver plutôt la vitamine A. Donc, les margarines sont intéressantes pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, mais pas pour les personnes en bonne santé. Surtout qu'il faut savoir qu'au niveau de la fabrication de la margarine, alors il y a de l'huile végétale, il y a de l'eau, et puis aussi il y a beaucoup d'additifs et de conservateurs. Les industriels utilisent des colorants, des exhausteurs de goût, des correcteurs d'acidité, etc. Donc, ça en fait quand même un produit chimique. Donc, finalement, ça réduit quand même ses intérêts. Et puis, attention, quand vous achetez la margarine, à bien lire la liste des ingrédients parce que certains industriels rajoutent en plus de l'huile végétale des matières grasses laitières, donc un apport en acides gras saturés. Donc, pour ceux qui ne doivent pas manger d'acides gras saturés ou faire attention à leur consommation, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, on va avoir des margarines qui vont présenter ce qu'on appelle des allégations santé. Ces allégations santé, par exemple, ça va être riche en oméga 3, participe au bon fonctionnement du corps, etc. Alors, déjà d'un point de vue scientifique, on ne sait pas encore trop vraiment si c'est efficace ou pas. Et même en admettant que ça ait un intérêt, quoi qu'il en soit, si en parallèle vous n'avez pas une alimentation variée, équilibrée et saine, il n'y aura pas d'intérêt à consommer de la margarine si à côté de ça, vous allez manger une tonne de saucisson. Alors, ensuite, on retrouve les formes allégées. Donc, les formes allégées, attention, prudence, parce que qui dit allégé, une margarine allégée dit une margarine allégée en matière grasse. Ce qui fait qu'au niveau de la fabrication, l'industriel, qu'est-ce qu'il fait? Il va diminuer la teneur en huile pour avoir moins de calories et il va rajouter de l'eau. Mais bon, l'eau, forcément, ça n'apporte pas de calories, mais ça n'apporte pas non plus de goût et ça modifie la texture. Donc, pour avoir un produit commerciable, l'industriel va rajouter des colorants pour donner de la couleur à sa margarine et va aussi intensifier les exhausteurs de goût et aussi la texture pour les épaississants pour avoir une texture adaptée. Donc, encore une fois, oui, vous allez avoir jusqu'à moitié moins de calories dans une margarine allégée, mais vous allez avoir beaucoup plus de produits chimiques. Donc, moi, personnellement, je conseille de rester sur des produits classiques en gérant la quantité, mais du coup en mangeant un vrai produit, plutôt que de manger allégé et manger chimique. Donc, faites quand même attention parce que on se dit on mange ça pour faire attention à notre système cardiovasculaire et en mangeant chimique, finalement, on peut favoriser les risques de cancer et autres maladies chroniques.
Donc voilà, en ce qui concerne les margarines, j'insiste vraiment quand vous les achetez, essayez d'apprendre à regarder la liste des ingrédients de manière à bien voir de quoi est constitué votre produit. Plus la liste des ingrédients sera courte et meilleur votre produit sera. Faites attention quand même à tous les additifs qui peut y avoir. Au niveau des margarines, il se vend vraiment de tout au détriment de la santé du consommateur. Ensuite, je vais passer au beurre. Donc, le beurre, c'est une matière grasse d'origine animale qui va donc apporter des acides gras saturés, contrairement à la margarine. Mais on va voir que, en fait, dans le beurre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve de l'acide butyrique et de l'acide myristique qui finalement sont des acides gras protecteurs. Donc, puis aussi, on a de la vitamine A qui a un rôle dans la vision. Donc, en fait, et puis en plus d'un point de vue de fabrication, le beurre, c'est la crème, du lait et de l'eau. Le beurre qui contient 82% de lipides ne contient pas d'additifs. Donc, ça reste quand même un produit plus sain. Et ensuite, bien sûr, on va avoir des formes allégées aussi au niveau du beurre. Donc là, ça va être comme pour les margarines, hein, vu qu'il y a un allègement en crème, plus d'eau, donc ajout d'additifs, épaississants, colorants et exhausteurs de goût. Donc, il n'y a pas non plus d'intérêt. Et puis, on va retrouver un petit mot aussi sur les beurres salés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien consommer du beurre salé, mais bon, je rappelle quand même que le Programme national nutrition santé recommande une consommation en sel limitée et qu'on retrouve déjà du sel dans de nombreux aliments comme le pain, le fromage, la charcuterie, les produits industriels préparés, etc. Donc, si possible, préférez plus de beurre doux plutôt que le beurre salé. Ça diminuera quand même la quantité de sel quotidienne. Alors, comme pour la margarine et le beurre, au niveau des conseils de consommation par jour, on va recommander environ 20 grammes de beurre ou de margarine par jour pour un adulte. Un petit mot sur la crème, pour les amateurs de crème quand même. Alors, la crème fait partie aussi des matières grasses animales. Elle est fabriquée suite à l'écrémage du lait. Donc, en fait, c'est la crème du lait. Mais de par sa teneur importante en lipides et par sa faible teneur en calcium, elle ne fait pas partie des produits laitiers, mais elle fait bien partie des lipides. Le beurre aussi fait partie des lipides. Souvent, on me dit c'est un produit laitier. Non, non, le beurre, c'est du gras, d'accord? Donc, la crème, c'est la matière grasse la moins calorique. Je vous rappelle, l'huile, je vous ai dit, c'est 900 calories pour 100 grammes. Le beurre et la margarine classique, c'est 730 calories pour 100 grammes. La crème vous apporte 300 calories, donc la crème a 30% de matière grasse, donc la classique aussi, encore une fois, je ne parle pas de la léger, va vous apporter 300 calories pour 100 grammes. Donc finalement, c'est la matière grasse qui va vous apporter le moins de calories pour 100 grammes d'aliments. En revanche, il faut faire attention parce que souvent, on peut se contenter d'une cuillère à soupe d'huile sur notre repas ou d'une noisette de beurre, mais en général, les plats en sauce à base de crème contiennent davantage de crème en quantité, ce qui fait qu'on arrive vite d'un point de vue calorique. Pareil que les autres matières grasses, si ce n'est plus en fait, parce qu'en général, on a tendance quand même à mettre beaucoup de sauce. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc là aussi, on va en retrouver sous différentes formes. Alors, selon leur traitement thermique, pasteurisé ou stérilisé. Donc là, ça a un effet sur le mode de la durée de conservation. Puis, on va retrouver les crèmes allégées, hein, comme pour les margarines. Donc, et le beurre, je vous conseille encore une fois de regarder la liste des ingrédients pour voir vraiment qu'est-ce qui a été rajouté par les industriels pour compenser le manque de gras. Voilà. Donc, en résumé, pour ces graisses d'assaisonnement, alors pour les personnes qui ont un risque cardiovasculaire, il convient de privilégier les différentes huiles en les variant et la margarine, mais rester sur des margarines classiques. Pour les personnes en bonne santé, il est plutôt conseillé de varier entre les huiles, le beurre et la crème, tout en respectant les fréquences de consommation recommandées par le Programme national nutrition santé pour pas en consommer en excès,
puisque c'est là où ça devient mauvais pour la santé. Voilà. Alors, je vais passer maintenant aux aliments dits lipidiques qui suscitent souvent des interrogations par rapport à leur composition et voir s'il est intéressant de les consommer ou pas et en quelle quantité. Alors, j'ai choisi l'avocat parce que l'avocat aussi, on me pose souvent la question sur l'avocat. Donc, l'avocat, c'est un fruit, mais c'est un fruit qui est donc oléagineux, donc qui fait partie des lipides, puisqu'il contient majoritairement des acides gras monoinsaturés sous forme d'oméga 9. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'avocat n'est pas riche en oméga 3. C'est une fausse idée reçue. L'avocat est riche en oméga 9. Donc, ça présente quand même un intérêt, puisque les oméga 9 sont des acides gras protecteurs du système cardiovasculaire. Un avocat, ça pèse en moyenne, selon sa grosseur, 200 à 300 grammes. Et pour 100 grammes, il va vous apporter à peu près 155 calories. Donc, en moyenne, il est recommandé d'en consommer la moitié d'un dans vos salades, dans vos plats, etc., de manière à profiter des bons lipides qu'il compose, qui contient, et puis il contient de la vitamine B9 aussi, il est source de fibres, de vitamine E, de potassium, donc il a quand même une richesse nutritionnelle intéressante. Vous pouvez le consommer dans votre alimentation, il a toute sa place par rapport à ses bienfaits nutritionnels, mais là encore une fois, contentez-vous d'un demi-avocat quand vous en consommez environ maximum 2 à 3 fois par semaine. Et puis, alors attention quand même à ce que vous mettez sur votre avocat, hein, bien sûr. Si vous le remplissez avec de la mayonnaise, forcément, vous n'allez pas avoir le même apport calorique, ce qui est logique. Un petit mot sur les olives. Donc, les olives, ça plaît bien en général, hein, surtout donc dans les apéros, pour les apéros, dans les salades, sur les pizzas, etc. Mais que penser des olives? Donc, les olives, c'est pareil, ce sont des fruits oléagineux, du coup, qui rentrent dans la catégorie des lipides et non pas des fruits classiques. Comme pour l'avocat, ça apporte majoritairement des oméga 9, donc protecteurs du système cardiovasculaire. C'est aussi source de fibres, de minéraux comme le potassium, le magnésium, le calcium, de la vitamine E, de la vitamine A, de la vitamine B9. Enfin, ça reste un aliment très intéressant. Comme pour l'avocat, on va être à peu près à 150 calories pour 100 grammes d'olives. Par contre, au niveau de la consommation quantitative, ça va être complètement différent à cause du mode de conservation des olives. Les olives sont conservées en saumure, c'est-à-dire dans un liquide salé, qui du coup leur confère une teneur en sel trop importante. Alors, du coup, à cause de la teneur en sel, il faut limiter sa consommation d'olives. Alors, normalement, c'est 6 olives par prise, en fait, par repas. Donc, ça reste peu. En général, on en mange beaucoup plus. Donc, faites quand même attention. Le sel est néfaste pour la santé. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le Programme national nutrition santé recommande de limiter sa consommation en sel. Pour information, on est censé consommer 5 à 6 grammes de sel par jour, tout confondu, hein, sel d'assaisonnement, sel d'ajout, sel contenu dans les aliments, etc. Et de manière spontanée, on est plutôt autour de 8 à 9 grammes. Et pour la santé, il y a plutôt un risque, surtout pour les personnes qui font de l'hypertension, les œdèmes, etc. Donc, faites attention à la consommation de sel. Les olives en elles-mêmes ont une composition nutritionnelle très intéressante, mais de par leur mode de conservation en saumure, il faut en limiter les quantités à 6 olives par prise. Et puis, dans les fruits oléagineux, le dernier fruit oléagineux, c'est la noix de coco. Et la noix de coco, on pense souvent que c'est un aliment intéressant pour la santé.
En fait, il faut savoir que, alors, c'est un fruit oléagineux comme l'amande, comme les olives et l'avocat, mais en revanche, elle va vous apporter des acides gras saturés. D'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'huile de copra. C'est issu du cocotier aussi. Donc, tout ce qui est à base de noix de coco, ça vous apporte des acides gras saturés. Donc, il faut faire attention à la quantité puisque en excès, ils vont favoriser des risques cardiovasculaires. Et puis même d'un point de vue calorique, la noix de coco fraîche va vous apporter 365 calories. La noix de coco séchée, vu qu'il y a une concentration de nutriments, va vous apporter l'équivalent environ de 685 calories. Donc ça reste quand même aussi un produit assez énergétique. Donc déjà d'une part de sa composition nutritionnelle et de par son apport énergétique, moi je conseille plutôt de consommer la noix de coco comme un produit, un aliment plaisir plutôt que comme un aliment qui va être intéressant pour la santé. Donc voilà en ce qui concerne ces fruits oléagineux. Un dernier mot sur les graines oléagineuses. Parce que ce sont vraiment des aliments très, très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Alors, les graines oléagineuses, on les appelle aussi fruits à coque. Ça va regrouper tout ce qui est amandes, noisettes, toutes les sources de noix, hein, noix de Grenoble, noix du Brésil, noix de macadamia, noix de cajou, les pistaches, les graines de lin, les graines de chia, les pignons de pin. Bref, tous ces aliments-là sont des graines oléagineuses qui font partie aussi du groupe des lipides à cause de leur importante teneur en acides gras, ce qui leur confère également une valeur énergétique importante, autour de 650 calories pour 100 grammes, mais avec une densité nutritionnelle. Donc, je rappelle que la densité nutritionnelle, c'est la teneur en nutriments par rapport à l'apport calorique que vous apporte votre aliment. Les graines oléagineuses ont une densité nutritionnelle très intéressante, puisque déjà, elles vous apportent des lipides de bonne qualité avec ces oméga 9. Elles vous apportent des protéines végétales, donc ce qui est aussi intéressant pour les végétariens. J'en ai parlé lors du live de la semaine dernière. Donc, les graines oléagineuses ont des protéines végétales intéressantes pour les végétariens, à condition, bien sûr, hein, de mettre en place le concept de complémentation nutritionnelle pour avoir tous les acides aminés indispensables. Et puis, elles sont aussi très riches en fibres, en minéraux comme le potassium, magnésium, calcium, phosphore, le fer, le cuivre, en vitamines du groupe B, en vitamine E. Donc, c'est vraiment une richesse nutritionnelle intéressante. De par leur apport énergétique, le Programme national nutrition santé recommande une consommation d'une poignée par jour. C'est l'équivalent à peu près de 30 grammes par jour en moyenne. Sachant que, pour vous donner une idée, une noix, ça fait à peu près 5 grammes, une amande, 1 gramme. Voilà, donc ça laisse quand même une quantité intéressante. Un petit mot sur les amandes, parce que les amandes, vous allez voir que ça présente un intérêt nutritionnel pour le sportif en récupération. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce que je viens de vous citer concernant sa composition nutritionnelle, donc déjà sa forte valeur énergétique favorise la restitution des stocks énergétiques après l'effort avec des bons nutriments. Le magnésium qu'elle contient, le magnésium est un minéral qui aide à réduire la fatigue, qui va détendre les muscles, on dit qu'il est myorelaxant. L'amande contient les 3 minéraux qui entrent dans le mécanisme de la contraction musculaire, à savoir le potassium, le magnésium et le calcium. Elle contient aussi du phosphore. Il faut savoir que le phosphore est un minéral qui permet de tamponner l'acidité de l'organisme. Et en fait, à l'effort, le corps produit de l'acidité au niveau du pH et c'est important après l'effort de remettre à niveau le pH de l'organisme à un niveau neutre. Et le phosphore aide à participer et on en trouve dans l'amande. Et puis, elle est riche en antioxydants, la vitamine E, le zinc, le manganèse, le cuivre, qui sont des antioxydants. Les antioxydants permettent de neutraliser les radicaux libres qui sont produits à l'effort.
Voilà, donc l'amande, c'est vraiment un allié pour le sportif dans sa période de récupération nutritionnelle. Voilà, désolé, c'était un petit peu long, c'est un groupe un peu long. Moi, j'ai terminé avec ma présentation. Merci de m'avoir écouté aussi longuement. Maintenant, je vous laisse la parole quand même pour me poser vos questions à ce sujet et encore merci pour votre écoute. Voilà, je vous laisse la parole. Alors là, j'avais pas vu tous ces commentaires, alors je vais essayer de les prendre un par un. Alors oui, les lipides sont essentiels, effectivement. L'huile de colza, oui, oui, l'huile de colza est bonne. Elle fait partie des huiles riches en oméga 3, donc qui ont vraiment un rôle protecteur pour la santé. Donc l'huile de colza est vraiment très intéressante à intégrer dans sa ration de lipides. Alors, et effectivement, Tine, au début, quand on fait ses courses et qu'on essaye de faire attention à ce qu'on achète, ça prend énormément de temps. Ce qui fait que je conseille en général aux femmes d'y aller sans leur mari. Ça évite certaines disputes au supermarché. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup de vérifier ce qu'on mange. Et surtout, encore une fois, hein, je pense que au fil des lives que j'ai présentés au fur et à mesure, vous avez vraiment compris que les produits industriels ne sont vraiment pas bons pour la santé. Donc, je vous ai dit, il y a des acides gras trans technologiques, il y a trop d'oméga 6, il y a trop de sel et de sucre parce qu'ils ont des rôles de conservateurs et d'exhausteurs de goût, donc ils sont utilisés à gogo par les produits industriels. Il y a beaucoup quand même de produits néfastes pour la santé. Et moi, je pense que ça vaut quand même le coup de vérifier ce qu'on mange. Après, une fois qu'on a compris, on a l'habitude plus ou moins d'acheter les mêmes produits, donc après, ça va vite. Mais voilà, pour moi, ça reste intéressant. L'alimentation, c'est certes une source de plaisir, mais c'est aussi un facteur santé. Et quand on mange les bonnes choses, on préserve notre capital santé, alors que quand on va consommer des produits industriels, on va plutôt détruire notre capital santé et je trouve ça vraiment dommage. Alors, lipides, cholestérol, oui, c'est un vaste raccourci, hein. Je pense, Véro, que tu as compris que pas tous les lipides contenaient du cholestérol et qu'il fallait pas les diaboliser et les prendre. Déjà, on a vu que dans les lipides, on a différentes grandes classes d'acides gras et que dans chaque acide gras, on a encore des sous-classes qui vont être encore différentes. Parce que je vous ai dit que dans les acides gras saturés, on en a finalement des bons et on en a aussi des pas bons. Donc, encore une fois, c'est un groupe qui est assez complexe. Euh, mais voilà, moi, je pense que ça vaut le coup de faire la différence entre tout ça. Alors, je vois que j'ai même une ancienne étudiante qui m'a suivie. Merci Anouchka. Je pense que mes cours en tant que prof, soit ça te rappelle des bons souvenirs, soit ça t'a manqué, je ne sais pas. Voilà, donc effectivement, ça fait des rappels de tes connaissances en alimentation. Alors, pour Laurence, effectivement, Laurence, après, alors Laurence me dit, il faudra passer du temps en cuisine, plat préparé interdit. Euh, Effectivement, autant je vais dire aux gens, donc en bonne santé, hein, je ne parle pas des gens qui vont présenter des diabètes, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Je parle vraiment des gens en bonne santé. Il vaut mieux consommer les aliments qu'on pense pas bons, comme le fromage, le chocolat, des choses comme ça, mais qui finalement sont complètement autorisés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, encore une fois en respectant les quantités recommandées, plutôt que de manger à la va-vite des plats transformés par l'industrie
agroalimentaire, vraiment. Ça, c'est mon dada, en fait, hein. Je pense que vous l'avez compris. Moi, je refuse de cautionner ce que font les industriels à nous vendre des produits mauvais pour notre santé parce que leur seul intérêt à eux, c'est de faire du chiffre. Alors bon, bah, désolé s'il y a des industriels qui m'écoutent, mais en même temps, ils savent très bien ce qu'ils vendent. Donc voilà. Et finalement, pour continuer à répondre à Laurence, on n'est pas obligé de passer forcément des heures et des heures entières dans la cuisine pour pouvoir manger sain. On a tous des vies actives. Alors, bien sûr, je parle hors confinement parce que là, on a quand même davantage de temps. Mais hors confinement, on a tous des vies actives très importantes entre le travail, les enfants, l'activité physique, etc., les courses, le ménage. Enfin bref, on a des vies bien remplies. Donc, on ne peut pas forcément se permettre de passer des heures et des heures en cuisine. Mais quelquefois, ça peut quand même aller très vite. Si on reprend le premier live où je vous parle de l'équilibre alimentaire, même si on est pressé, vous faites cuire des pâtes, il y en a pour 10 minutes. Vous faites cuire des œufs au plat ou vous achetez du jambon, alors idéalement allégé en sel quand même, parce que ça fait partie des produits très salés. Et puis, vous achetez des tomates cerises. Finalement, ça vous fait un repas équilibré, sain et rapide à préparer dans l'urgence, en fait. Et puis, le week-end, on profite pour faire un petit peu plus. Alors, le pambagna, c'est bon. Le pambagna, à l'intérieur, s'il y a, c'est bon. Après, bagna, donc s'il est vraiment bagna, donc c'est de l'huile, hein. Donc, en général, il y en a quand même beaucoup trop, mais par chance, maintenant, dans certaines boulangeries, on arrive à les acheter pas encore assaisonnés et en demandant un assaisonnement correct. Donc, bon, après, la quantité de pain, en général, elle dépasse ce qu'on doit consommer sur un repas, mais occasionnellement, en pique-nique, en randonnée, sur la plage, ça reste quand même un sandwich intéressant. Alors, pour faire baisser le cholestérol, peut-on acheter des produits adaptés ou changer son alimentation? Alors, avant de passer aux produits adaptés, moi, je pense que déjà, il faut changer son alimentation. Souvent, les personnes qui ont du cholestérol ont une alimentation un petit peu anarchique. Alors, je sais que certains vont dire non, non, c'est faux, moi je le fabrique, etc. Oui, c'est vrai, certains fabriquent le cholestérol, ils ont une bonne alimentation, mais c'est le corps qui va fabriquer le cholestérol. Donc là, c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais pour certaines personnes, assez souvent, l'alimentation, elle est anarchique, de mauvaise qualité, ce qui fait que le cholestérol augmente. D'une manière générale, quand un patient présente un profil lipidique riche en cholestérol, avant de donner des médicaments ou d'acheter des produits spécifiques, on va d'abord réguler l'alimentation. Et assez souvent, ça permet de réguler le bilan biologique au niveau du cholestérol. Et puis, les produits adaptés, comme je vous ai dit, il faut quand même s'en méfier parce que ce sont des allégations santé dont on ne sait pas finalement si vraiment ça a fait la preuve ou pas. Ces produits sont plus chers sur le marché parce que l'allégation santé est alléchante pour le consommateur. Mais encore une fois, si à côté de ça, vous adaptez pas votre alimentation, il n'y a pas d'intérêt à acheter un produit adapté. Donc, première étape, adapter son alimentation avec des aliments qui vont contenir le moins possible d'acides gras saturés. Alors, pour ou contre les produits allégés, du coup, je pense quand même avoir répondu. Bien évidemment, je suis plutôt contre. Comme je l'ai dit, les produits allégés en matière grasse, l'industriel va rajouter de l'eau pour compenser, ce qui fait que du coup, produit insipide, produit avec une couleur très fade, produit avec une texture pas adaptable pour la vente, et donc ajout de colorants, ajout d'épaisseur de goût et ajout d'épaississants, donc produits chimiques.
encore une fois, manger du vrai beurre, manger de la vraie margarine et simplement respecter les quantités recommandées. Je vous ai dit dans la présentation, c'est environ 20 grammes par jour. Alors, donc, pour Cyril qui demande si manger des avocats, c'était mauvais. Donc, je pense que Cyril a raté la partie sur l'avocat. C'est pas grave, je vais le redire. J'ai dit que l'avocat présentait des bonnes graisses. L'avocat est riche en oméga 9. J'ai dit aussi que contrairement à ce qu'on pensait, il n'était pas riche en oméga 3. Mais ça reste un aliment très intéressant, bon lipides, riche en vitamines et minéraux intéressants. J'ai dit que ça apportait environ 155 calories pour 100 grammes et que plus ou moins, il fallait en consommer la moitié d'un dans son repas, dans sa salade. Voilà, alors Anouchka, hein, qui est une ancienne étudiante, répond aussi pour moi. Donc, Anouchka a raison, il vaut mieux consommer des aliments dits classiques avec une meilleure composition des repas plutôt qu'un aliment allégé ou adapté par les industriels. Alors, Laurence qui répond à Christian et qui dit attention au pain blanc, le pambagna, c'est un produit hyper transformé, pain complet uniquement. Donc, Laurence a totalement raison. Le pain blanc, j'en ai parlé lors du second live sur le groupe des féculents. Bien évidemment, il faut privilégier tout ce qui est pain complet, pain aux céréales, pain au seigle, etc. Après, encore une fois, le pambagna reste un aliment occasionnel au cours de randonnées, de sorties à la plage, de pique-nique, etc. Donc, d'une manière occasionnelle, si on veut consommer un vrai pambagna, ça reste autorisé, ça va faire partie de l'aliment plaisir, mais il est clair que si on décortique la composition du pambagna, le pain est de mauvaise qualité. Il y en a en trop grande quantité par rapport à une consommation pour un repas et il y a beaucoup trop d'huile dans la garniture. Après, vous avez toujours moyen de vous le faire vous à la maison. Donc, effectivement, en achetant du pain aux céréales, par exemple, en mettant votre garniture et simplement un filet d'huile d'olive, vous allez obtenir bien évidemment un pambagna de meilleure qualité nutritionnelle avec un bon pain et là où vous allez gérer aussi la quantité d'huile. Alors, donc, tant mieux, Gaëlle, merci. Alors, en fait, vous me faites rire parce que vous vous répondez les uns les autres. Donc, c'est pas grave, Tine, j'ai quand même répondu à Cyril sur l'avocat. J'espère qu'il aura eu l'information. Là, quand je fais un régime, j'ai l'impression que cela n'a pas de goût. Que faire? Alors déjà, personnellement, le terme régime, je ne l'aime pas. Déjà, on ne fait pas de régime. On adapte une alimentation équilibrée, ce qui n'est pas pareil. Et donc, quand on adapte son alimentation, on a droit, on a dit à tout, à condition d'être en bonne santé, en respectant les quantités. Et puis, si ça a de goût, il faut toujours avoir aussi pensé à avoir recours aux différentes épices. Il y en a plein avec plein de goûts, donc c'est vraiment, ça donne vraiment de bonnes saveurs au plat. Les épices, les herbes aromatiques, etc. Il y a 50 millions de façons de donner des goûts à ces plats. Donc pour moi, régime ne rime certainement pas avec pression et frustration, puisque quoi qu'il en soit, on ne fait pas de régime. Il ne faut pas de régime. Il faut juste apprendre à bien manger. Apprendre à bien manger je me répète, hein, mais c'est toujours pareil en fait, hein, en mangeant équilibré, avec des aliments de bonne qualité nutritionnelle, en quantité, aux besoins énergétiques individuels, puisqu'ils sont différents pour chacun. En fait, c'est simple de bien manger. Et puis, encore une fois, vous me virez tous ces plats industriels transformés par l'agroalimentaire. Et en plus de ça, comme ça, vous gagnez une bonne santé.
Voilà, c'est simple en fait. Alors, Anouka, bonne prof, bonne pro. Eh ben, écoute, j'espère. Apparemment, en tant que prof, vous m'avez apprécié tous, donc c'était plutôt bien. Et bonne pro, j'espère aussi. Alors, ensuite, bon, le rosé avec le pambagna. Non, le rosé, ça n'est pas du liquide, c'est un liquide qui apporte de l'alcool et donc du sucre. Donc là aussi, aliment à consommer avec, enfin boisson du coup, à consommer avec modération pour le plaisir d'une soirée pique-nique à la plage. Alors, Cyril qui répond à Tine, j'ai pris trop tard, je savais pas que justement elle en avait parlé. C'est pas Cyril. Moi, je vous en veux pas. Alors, doit-on manger et mâcher doucement? Eh oui, eh oui, oui, oui. Alors, effectivement, il est recommandé de prendre le temps de mastiquer aussi, de manière à ce que aussi l'information remonte au cerveau que vous êtes en train de manger. L'effet de satiété arrive un petit peu plus tard. Donc, quand on mange trop vite, on a tendance à manger plus. Et puis, ben, même pour la digestion, c'est un peu plus compliqué parce que comme on n'a pas bien mastiqué ces aliments, ça va augmenter le travail de l'estomac puisque son rôle, c'est de broyer les aliments. Donc, ça peut engendrer une difficulté au niveau de la digestion et puis aussi au niveau de la satiété parce que si on mange trop vite, la satiété va arriver plus tard et donc on va manger plus. C'était aussi une question de la part de Philippe pour savoir comment le tigre était nourri. Bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je pense avoir oublié personne. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez compris maintenant l'importance de vérifier quand même la liste des ingrédients sur certains produits que vous allez acheter, même si c'est vrai que ça prend un peu de temps quand on va faire les courses. Mais c'est important aussi dans la notion d'alimentation, de bien se nourrir, de prendre du plaisir et de préserver son capital santé. Voilà, donc je vous remercie. Je vais vous laisser sur ça, parce que je pense qu'on a terminé, j'ai plus de questions. Donc, merci pour votre écoute. Bonne chance pour la dernière semaine de confinement. Et encore merci pour votre attention.